Bonjour à toutes et tous. Nous allons démarrer le webinaire. Bienvenue dans ce webinaire consacré donc à votre branche professionnelle et à vos régimes conventionnels santé et prévoyance. Je suis accompagné de Claire Dupont qui sera la modératrice tout au long de ce webinaire. Vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat. Claire vous y répondra et nous aurons l'occasion, nous également, avec Laurent Deschaux, donc conseil de la Fédération patronale, donc ADN Tourisme, nous aurons l'occasion également de répondre à vos questions sur les temps impartis. Donc nous allons démarrer d'ici quelques secondes, le temps pour tous nos invités de rentrer dans la salle. Voilà, je démarre exactement dans 1 minute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré à vos régimes professionnels. Webinaire totalement dédié à votre branche professionnelle et à votre secteur d'activité. Je suis heureux d'animer ce webinaire en compagnie de Laurent Deschaux, qui est le conseil de la fédération, donc de votre fédération patronale, et de Marine Vaquette, qui est juriste au sein du cabinet d'avocats Capstan Phythéas. Nous allons nous présenter. Ce webinaire sera modéré par Claire Dupont. Claire Dupont est notre responsable d'agence sur le secteur de Lille et Reims et elle répondra à l'ensemble de vos questions tout au long de ce webinaire. Si vous avez des difficultés également de son, une hotline est mise à votre disposition à travers Webiqueo. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour l'heure où nous sommes ensemble. D'abord, quelques règles avant de démarrer. Vos micros et vidéos doivent être désactivés afin que vous puissiez bien nous entendre et afin qu'il y ait un maximum d'efficience et de bande passante pour ce webinaire. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur vos régimes, donc conventionnels, prévoyance et santé, dans la messagerie via le chat. Claire y répondra au fur et à mesure. Et puis, nous consacrerons également du temps après chacune des parties de ce webinaire où Laurent et moi-même nous répondrons donc aux questions récurrentes ou à des questions qui présentent des aspects juridiques, sociaux ou purement protection sociale. Donc, et le fait de partager les questions permettront à chacun de bénéficier de ce collectif que nous constituons le temps de cette matinée. Si la présentation ne fonctionne pas très bien, vous pourrez y accéder via un lien intégré dans le chat dès lors que vous le signalez. Comment va se décomposer ce webinaire? Avant de présenter la composition du webinaire, d'abord, qui sommes-nous? Faisons connaissance. Je vais d'abord commencer, puis je laisserai Laurent se présenter. Pour moi-même, en tant qu'animateur de ce webinaire, je suis expert en protection sociale, je suis spécialiste des régimes conventionnels et je suis également spécialiste des gestions des politiques de santé. J'ai l'habitude d'animer des webinaires, j'anime également des podcasts et j'ai une fonction d'enseignant en parallèle de mes activités. Je laisse Laurent se présenter. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bon, écoutez, moi je n'ai pas de fonction d'enseignant comme vous l'avez, je n'ai pas ce privilège. Je suis associé chez Capstan, le cabinet Capstan et conseil par le biais de mon équipe avec Marine Vaquette, Arnaud Serrouti, de la branche professionnelle ADN. Nous sommes intervenus dans le cadre des négociations en commission paritaire avec vous, avec le cabinet Arcol, pour la constitution du régime de santé et de prévoyance. Et l'idée était, avec ce petit webinaire, de compléter les informations que nous avons déjà faites sur la plateforme ADN ou dans le cadre de réunions de formation que vous avez eues, ou avec Marine ou avec moi-même. Marine n'est pas présente là physiquement, mais elle suit elle aussi toutes ces interventions et nous sommes tous les deux bien au fait normalement
de ce qui doit se faire, avec toujours quelques interrogations, parce que quand on parle de droit, il n'y a pas toujours des solutions, il y a toujours des interrogations, mais on est là pour essayer de répondre à l'ensemble de ces interrogations. C'est bien l'objet de ce webinaire et nous sommes donc heureux de pouvoir être avec vous pour répondre à ces interrogations. D'abord, un mot sur le groupe Apicil. Probablement, la plupart d'entre vous ne nous connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Le groupe Apicil a été choisi par les partenaires sociaux et donc par votre fédération patronale pour gérer les régimes conventionnels, prévoyance et santé. Je rentrerai dans le détail de qu'est-ce que c'est que la prévoyance, qu'est-ce que c'est que la santé, de manière assez grosse pour pouvoir laisser du temps, bien évidemment, à vos questions. Le groupe Apicil, c'est un groupe de protection sociale à but non lucratif, qui est un groupe dont le siège et la gouvernance est à Lyon. Et nous sommes un groupe à taille humaine, puisque 2180 collaborateurs. Et la gouvernance étant paritaire, c'est un organisme à but non lucratif. Nous sommes des spécialistes de l'assurance collective, des branches professionnelles et de l'assurance collective au sens prévoyance, santé et épargne. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Du reste, la modératrice du webinaire, qui est Claire Dupont, qui est en même temps mon adjointe, gère les agences du nord de la France, donc Lille et la Reims, qui représente la région Champagne-Ardenne. Nous sommes un groupe solide financièrement, indépendant et autonome. Voilà pour la présentation du groupe Apicil. Je ne vais pas en dire plus, puisque l'objectif du webinaire, c'est de parler de vous et de vos régimes. Comment allons-nous décomposer le temps où nous sommes ensemble? Nous allons d'abord revenir sur votre accord santé et prévoyance, je dirais plutôt sur vos accords, ce sont deux accords distincts. Ensuite, nous regarderons dans une seconde partie les obligations pour les entreprises et le décryptage des régimes. Et nous terminerons par les services associés, donc en matière de gestion de ce régime. Et puis, nous vous donnerons en conclusion 2-3 éléments pour aller un petit peu plus loin si vous souhaitez approfondir ce que nous aurons abordé ce matin. Sans transition, donc nous allons démarrer par la première partie, votre accord santé-prévoyance. Deux textes qui viennent donc modifier ce que vous avez eu pour habitude de faire dans les années précédentes. Un accord prévoyance qui, en fait, est un accord qui crée un nouvel environnement parce qu'il crée un régime conventionnel cadre et non cadre avec des garanties et des taux distincts par collège. Un nouvel environnement puisque c'est un environnement qui présente cette caractéristique des régimes conventionnels qui prévoit de l'assurance et de la solidarité. Et les deux éléments sont des éléments donc obligatoires. Relatif à la santé, un environnement qui, là aussi, a été modifié par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire dans les années précédentes et qui labellise un organisme avec une clause de solidarité. C'est-à-dire que c'est donc une obligation d'assurance et de solidarité sans obligation de taux. Donc voilà pour brosser le schéma général de vos accords qui ont été négociés au cours de l'année 2023, qui ont été étendus, donc nous reviendrons sur la notion d'extension, qui sont rentrés en vigueur au 1er janvier 2024. Bien évidemment, pour la prévoyance, il y a une transition qui a permis d'avoir un régime temporaire d'une durée de 1 an. Et donc, vous êtes là face aux nouvelles échéances, puisque le 1er janvier 2025, donc l'accord tel qu'il se présente rentre effectivement en vigueur. Et puis, sur la santé, en principe, le dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2024. Je dis en principe, puisque donc tous les organismes que vous représentez, peut-être vous avez mis en place, peut-être vous avez ajusté, peut-être vous n'avez pas fait et vous vous êtes dit, je ferai en même temps que la prévoyance. Donc, je reviendrai sur ces éléments-là avec Laurent. Regardons tout de suite quelques aspects
de ces accords conventionnels. La date d'effet de ces deux accords, c'est donc bien le 1er janvier 2024. Ils sont donc effectifs. La nouveauté relative à la prévoyance, c'est que c'est une recommandation avec un seul organisme, Apicil, que je représente ce matin, et un co-assureur relatif aux rentes d'éducation qui est l'OCIRP. L'OCIRP, organisme commun aux institutions de retraite et de prévoyance, c'est assez classique dans les régimes conventionnels, mais qui est l'OCIRP? C'est un spécialiste de l'assurance collective pour les rentes d'éducation et notamment pour la protection de l'enfant orphelin de père ou de mère ou des deux. Je reviendrai sur ces aspects-là parce que c'est très important de pouvoir aussi apporter du service dès lors qu'il y a décès d'un parent qui laisse des enfants orphelins. En santé, là également, c'est un nouvel environnement puisque c'est une labellisation qui donc labellise le Apicil seul et je reviendrai sur ces aspects-là puisque cela comporte quelques spécificités. Vos deux régimes, santé et prévoyance, ont une clause dite de HDS. Donc, nous aurons l'occasion de rentrer dans le détail. Le HDS, qu'est-ce que c'est? C'est le haut degré de solidarité. C'est une obligation dans vos régimes, que vous soyez en santé ou en prévoyance, ou avec les deux dispositifs auprès d'un organisme ou de plusieurs assureurs. La durée de vos accords est de 5 ans à date calculée à partir du 1er janvier 2024, bien évidemment. Et en prévoyance, petite spécificité, vous aviez 12 mois pour vous mettre en conformité. Donc là, nous sommes dans le dernier trimestre du délai, on va dire, qui permet de respecter l'ensemble du dispositif conventionnel relatif à la prévoyance. Alors vous allez me dire, bah, tout ça, nous le savons déjà, probablement, et je l'espère. Pour autant, avec Laurent, nous avons souhaité revenir sur l'histoire de la construction de ce régime, puisque comme nous sommes dans un nouvel environnement, et comment cela s'est passé. Donc là, eh bien, Laurent va vous raconter un tout petit peu comment s'est déroulé ce chamboulement de ces régimes conventionnels pour votre branche. Alors déjà, un petit historique pour peut-être revenir sur le slide précédent. Rappelons que nous avions un régime santé dans les organismes de tourisme qui date d'un accord de 2015. Un avenant avait été fait à cet accord, avait mis en place à un moment donné un partenaire qui avait été Malakoff Humanis, avec qui les choses ne sont pas très bien passées puisque clairement, ils nous ont laissé tomber. Je pense que nos amis d'Apicil qui sont là aujourd'hui ont peut-être pudiquement pas voulu le rappeler, mais c'est la réalité de la situation. À partir de là, nous étions en train de négocier en commission de branche, en commission paritaire ou CPPNI, c'est toujours le même terme, l'accord de prévoyance pour lequel un appel d'offres avait été effectué, lequel appel d'offres avait été saisi par Apicil et Apicil avait été retenu par la commission paritaire, par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, c'est à la fois votre fédération patronale ADN et c'est aussi les organisations syndicales représentatives dans votre branche, la CFDT, le syndicat FO, ce n'est pas FO dans le tourisme, les guides conférenciers, un certain nombre d'autres représentations, mais essentiellement la CFDT et FO. Des négociations ont eu lieu, mettez en place l'accord de prévoyance et en parallèle, donc on a eu à modifier, à faire un autre avenant à l'accord santé pour faire intervenir Apicil, qui avait répondu présent à notre appel. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans le cas de la prévoyance, c'est une recommandation. Dans le cadre de la santé, c'est une labellisation. En bout de course, c'est à peu près la même chose. C'est surtout une intervention collective dans le régime. Et la grosse différence par rapport à vos assureurs traditionnels, je ne sais pas si Pascal va y revenir dessus, mais la grosse différence avec vos régimes traditionnels, c'est que votre assureur traditionnel, si à un moment donné votre régime dans votre structure de tourisme est déficitaire,
il peut rompre le contrat, alors que là, comme on est dans un système collectif et de mutualisation, ça veut dire que même si dans tel ou tel organisme de tourisme, le système est déficitaire, que ce soit pour la prévoyance ou la santé, Apicine, normalement, conserve cet organisme de tourisme et il y a des régularisations qui sont générales au niveau de la branche, au niveau des cotisations, mais pas au niveau d'un seul organisme de tourisme qui serait déficitaire. Donc c'est important parce que c'est un régime qui est extrêmement solidaire dans la mesure où il est collectif et décidé dans le cadre de la commission paritaire nationale, la CPPNI. Et encore une fois, paritaire, donc des organisations patronales, professionnelles, salariés et employeurs avec ADN Tourisme. Voilà, dans cette diapo, merci Laurent, nous avons dit qu'il y a bien eu des réunions paritaires. Combien il y a eu de réunions paritaires, Laurent, pour aboutir à ce nouveau texte? C'est une excellente question, mais ça a duré des mois. On a une réunion par mois. On peut dire que sur l'ensemble des deux régimes, on a bien eu plus d'un an de travaux, puisque entre la constitution de l'appel d'offres qui dure à peu près 3-4 mois, la constitution du régime, l'élaboration des accords, on peut dire qu'on est entre 8 mois et un an de travaux, quoi. Voilà, donc un an de travaux plutôt donc, qui se sont déroulés tout au long de l'année 2023, qui aboutissent en fait à une finalité: mieux vous protéger dans le cadre d'une mutualisation. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette thématique avec des textes qui ont été publiés. Un petit mot sur cette publication, peut-être Laurent, des textes, puisque dès lors qu'il y a publication, les textes s'imposent. Alors, c'est pas tout à fait exactement ça. Les accords sont négociés, sont signés en commission paritaire. Il y a un délai d'opposition, c'est quand on a une organisation syndicale qui ne signe pas. Et postérieurement à ça, on a effectivement la publication, enfin, on a surtout le dépôt pour l'extension. En fait, quand un accord est étendu, il est applicable à l'ensemble des organismes de tourisme dépendants de la branche, alors même qu'ils ne seraient pas membres de la fédération patronale. C'est assez théorique vous concernant, puisque de manière quasi générale, on peut dire 99,9%, l'ensemble des organismes de tourisme sont adhérents à la branche. Ce qui signifie qu'à partir du moment où l'accord est signé et que la procédure de publication a eu lieu, les accords sont applicables à tous puisqu'ils sont tous adhérents à la branche. Si jamais un ou deux organismes de tourisme n'étaient pas adhérents à ADN, il y a ADN Gîtes de France aussi, n'étaient pas adhérents, dans ces conditions, alors il faudra attendre l'extension de l'accord, c'est-à-dire la reconnaissance, c'est un acte, c'est un arrêté d'extension, et c'est une reconnaissance par le ministère du Travail de la validité de l'accord et du respect des dispositions légales de l'accord. Ce qui a été fait, les deux accords sont étendus, comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure. Merci pour ces précisions, Laurent. Alors, regardons tout de suite sur c'est quoi une recommandation, tout compte fait. Donc, votre régime de prévoyance est en recommandation. La recommandation, c'est comme l'a évoqué Laurent, c'est d'abord et avant tout une procédure de mise en concurrence sur laquelle l'organisme recommandé est retenu à respecter tout un cheminement en termes de délai, de réponse, de transparence, tout ce qui va avec en fait le caractère d'un appel d'offres. C'est une clause quinquennale, donc l'accord a une durée de 5 ans, avec une obligation de révision du contenu au bout de ce terme-là. C'est une obligation, l'intégration d'un haut degré de solidarité, c'est-à-dire de conjuguer une garantie de solidarité avec l'assurance. C'est quelque chose probablement qui va faire débat au cours de ce webinaire, parce que c'est vraiment une obligation qui s'impose à vous. Le nom de l'assureur est forcément mentionné dans l'accord et la signature, elle est bien évidemment paritaire, comme l'a évoqué Laurent. La paritaire veut dire d'un côté les fédérations patronales et en l'occurrence ADN Tourisme, et puis vos organisations syndicales. Et comme l'a évoqué Laurent, 2 organisations syndicales principales dans votre secteur d'activité, sauf si je me trompe, et là je parle sous le contrôle de Laurent, c'est la CFDT et Force ouvrière. C'est ça. Il est à noter que bien évidemment, la recommandation vous laisse la liberté de choisir vos assureurs. Vous pouvez choisir un autre assureur que celui recommandé par vos partenaires sociaux. Mais en faisant ce choix-là, il y a des contraintes, il y a un formalisme à respecter et surtout, il y a la problématique de la conformité. Donc, nous allons revenir là-dessus. Quel intérêt pour vous de respecter et surtout de choisir l'assureur recommandé par les partenaires sociaux? C'est quoi, d'abord,
les plus d'un régime conventionnel. Le régime conventionnel, c'est d'abord et avant tout un intérêt de protection des salariés pour toutes les structures, surtout les petites qui n'ont pas forcément le pouvoir de négociation comme une grosse structure. Protégez vos salariés tant sur la prévoyance, donc le décès, l'arrêt de travail, l'invalidité, que les frais de santé, parce que même s'il y a une loi qui oblige la mise en place d'un complémentaire santé dans les établissements, eh bien, votre régime conventionnel prévoit d'un petit peu plus et donc d'aller au-delà. Comme l'a évoqué Laurent, c'est surtout aussi un aspect de mutualisation. C'est-à-dire que les résultats financiers du régime sont mutualisés sur tous les établissements de la branche et donc ça permet d'adapter la situation économique à la situation réelle des entreprises qui composent la branche professionnelle. Les garanties sont négociées. On reviendra sur la clause de solidarité et son contenu. Et puis, il y a des services qui sont identifiés. Si je résume en un mot, pour vous, structure, choisir un organisme recommandé, c'est choisir la simplicité et la garantie de la conformité. Pour clore cette première partie, et je vois de nombreuses questions, synthétisons vos accords. L'accord prévoyance crée un nouvel environnement. En effet, Laurent l'a dit, je lui avais dit que je ne citerai pas l'histoire, mais qu'il avait la liberté d'en parler, ce qui a été fait. Vos partenaires sociaux, et je laisserai Laurent peut-être confirmer cela, vos partenaires sociaux, en créant ces régimes, ils souhaitent le développement de la mutualisation des risques auprès du plus grand nombre d'entreprises, que le plus grand nombre d'entreprises puissent adhérer, se protéger et que cette protection puisse être mutualisée. Pas de spécificité particulière pour les établissements, quel que soit l'effectif, il n'y a pas de séparation, moins de 50, plus de 50. Le régime de prévoyance, dans ses grandes lignes, est obligatoire, quel que soit le contrat de travail de vos salariés, quelle que soit la durée du travail de vos salariés, et le régime de frais de santé accepte des dispenses, mais là également, nous pourrons revenir dessus. Laurent, souhaites-tu compléter sur cette synthèse? Je ne me souviens pas si tu l'abordes après. Il y a une petite chose quand même qu'il faut mentionner, parce qu'on vous a dit qu'il y a deux accords. Il y a l'accord de santé, l'accord de prévoyance, avec une labellisation et une recommandation d'un côté et de l'autre. Mais surtout, ce qu'il faut signaler, c'est pour la mise en œuvre. La prévoyance, normalement, vous avez déjà une prévoyance dans la structure, puisqu'il y avait un article 22-23 dans l'accord de branche, dans la convention collective initiale, qui prévoyait un taux minimal, mais qui ne prévoyait pas de garantie spécifique, d'où la construction de cet accord qu'on a mis en place maintenant et dont on est en train de parler. Et dans le cadre de cet accord de prévoyance, ce nouvel accord, on a dit tout à l'heure, il est applicable au 1er janvier 2025. Enfin, il y a une année de transition pour le mettre en place. Mais ça signifie que vous devez dénoncer l'accord que vous avez actuellement applicable. Vraisemblablement, vous avez une prévoyance qui ne correspond pas à l'accord, puisqu'elle n'était pas identifiée. Et pour mettre en place ce nouvel accord, il vous faut dénoncer les accords que vous avez. Et vous avez quand même un délai. C'est une espèce de préavis, on peut appeler ça comme ça. Vous devez dénoncer vos accords avant le 31 octobre. Sinon, vous allez être confronté à une situation, c'est que votre ancien assureur pourra vous dire, moi, je vais conclure un contrat avec vous, moi, votre accord de branche, ça m'est égal, je l'applique ou je ne l'applique pas, j'en fais ce que je veux, alors que vous-même, vous serez tenu par les garanties de l'accord de prévoyance et vous n'aurez pas de moyen de négocier. Que vous veniez avec Apicil ou pas. Bien sûr, la recommandation, le système le plus simple pour vous, pour avoir cette mutualisation qu'on a évoquée, pour avoir cette simplification, c'est d'aller vers Apicil. Mais après, ça, ce n'est pas une obligation juridiquement. Pas là, ce n'est pas une obligation. En revanche, ce qui va être une obligation, c'est d'appliquer le contenu de l'accord que nous a validé Apicil. Donc, vous voyez, il y a une petite nuance. Et donc, c'est, je pense, extrêmement important de noter la date du 31 octobre. Parce qu'on avait eu le problème l'année dernière, parce que l'accord de prévoyance a été signé courant septembre, ou c'est dans ces eaux-là. On n'avait pas eu le temps au sein d'ADN de communiquer auprès de l'ensemble de nos adhérents, de communiquer suffisamment pour le dire, vous devez dénoncer votre accord. Donc bon, ils ont laissé, il y avait la période de transition d'1 an, donc on n'avait pas de souci avec ça. En revanche, là, au 31 octobre, si vous n'avez pas dénoncé, vous êtes tenu par l'accord précédent, vous serez aussi tenu par l'accord de branche, ce qui va créer quand même une certaine insécurité juridique. Donc, ce petit délai du 31 octobre est important à signaler et à retenir. Merci beaucoup, Laurent, pour ces précisions. Vous avez ici, sur le côté bas droit
de la diapo un QR code. En flashant le QR code, vous aurez accès directement. Vous pouvez accès à la présentation, excusez-moi, mais surtout laissez vos questions et donc il y aura des réponses qui vous seront apportées puisque ça vous permettra de vous identifier. C'est le temps des questions-réponses pour clôturer cette première partie et nous avons déjà des questions qui remontent. Alors, je remercie Claire qui compile vos questions. Déjà, première question, et là, peut-être je vais laisser Laurent vous répondre sur cette première question que je vous partage. La désignation de l'organisme de branche exonère-t-elle un EPIC de la mise en concurrence prévue par la commande publique ? Quelque part, oui, puisque de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes rattaché à un secteur d'activité. Ce secteur d'activité a choisi par le biais de la commission paritaire, et je compléterai en disant que la mise en concurrence a eu lieu dans le cadre de la recommandation, puisqu'elle a eu lieu au niveau de la branche. À la limite, dans le cadre de la mutuelle, où c'est une labellisation, on pourrait encore se poser la question, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Mais en revanche, pour la prévoyance, pour moi, c'est assez simple, assez clair. La mise en concurrence a déjà eu lieu. Donc, je ne pense pas que l'EPIC se trouve sous le coup d'une nouvelle obligation de mise en concurrence. Merci pour ces précisions, Laurent. Cette question revient souvent puisque je suis en contact avec les réseaux commerciaux qui seront à votre disposition pour vous accompagner suite à ce webinaire. La question remonte souvent, vous nous la partagez ici en live. Le Code des marchés publics impose une mise en concurrence. Mais en réalité, l'accord de branche, en termes d'environnement, au titre d'un article du Code de la sécurité sociale, impose déjà un appel d'offres à caractère public. Et donc, Laurent l'a évoqué, à partir du moment où il y a eu respect dans le cadre de l'appel d'offres au niveau de la branche professionnelle, eh bien, cela, c'est dans la pyramide de la hiérarchie des normes, eh bien, cela vient s'imposer à vous. Et donc, il n'y a pas obligation de remettre en concurrence des acteurs après le fait que ça a été fait au niveau de votre branche professionnelle, sauf si je me trompe. Une autre question remonte. Notre accord précise que nous devons respecter un formalisme pour la mise en place du contrat auprès de nos salariés. De quoi s'agit-il ? Alors là, on parle, je pense, de l'environnement juridique pour formaliser la mise en place d'un contrat de prévoyance ou de santé dans vos structures. Je laisse Laurent vous répondre. La procédure, à partir du moment où l'accord de branche prévoit clairement que c'est tel ou tel organisme qui intervient et prévoit les modalités de mise en place, elle est relativement simple parce que vous allez compléter éventuellement par une décision unilatérale de l'employeur, une DU, mais en définitive, à part l'information consultation de votre CSE quand vous en avez un, l'information de chacun de vos salariés, il n'y a pas de procédure très formelle. En revanche, un suivi, une mise en place et une traçabilité de la mise en place de votre régime de prévoyance, votre régime de santé. Vous devez faire une information de chacun de vos salariés sur ce type d'obligation. D'ailleurs, vous savez que depuis un dernier décret, vous avez des informations principales à communiquer à vos salariés. Vous avez 14 obligations de mémoire qui doivent être jointes au contrat de travail. Ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais en tout cas, la prévoyance et la santé en font partie et en faisaient déjà partie. Donc, vous devez absolument informer vos salariés et informer vos IRP, enfin vos institutions représentatives du personnel, donc votre CSE, de cette mise en place. Je compléterai ce que vient d'évoquer Laurent pour préciser que si vous faites le choix d'un assureur qui n'est pas un des recommandés, Apicil Prévoyance, vous avez l'obligation en fait de formaliser votre choix à travers soit une décision unilatérale de l'employeur, donc un texte très précis qui dit et qui est opposable à vos salariés, je mets en place le régime de prévoyance auprès de tel organisme, puisqu'il n'est pas celui qui est recommandé par vos partenaires sociaux et par votre fédération patronale, et en précisant garantie, taux, enfin, vous avez un formalisme à respecter dès lors que vous ne faites pas le choix de l'organisme recommandé par vos partenaires sociaux. DE, ou si la taille de vos structures sont importantes, vous pouvez procéder par accord collectif ou référendum. Question 3, et je m'en arrêterai là pour ensuite permettre d'enchaîner. Question 3. Qui, à part Apicil, fait partie des assureurs recommandés par les partenaires sociaux? Eh bien, votre accord en prévoyance recommande seul Apicil
c'est un choix de vos partenaires sociaux. Après mise en concurrence, après la procédure de mise en concurrence, et pour l'assurance de la prévoyance décès pour la couverture des enfants orphelins, c'est-à-dire de la rente d'éducation, l'OSIRP. Il n'y a pas d'autre organisme recommandé. Je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie de notre webinaire, les obligations pour votre entreprise et le décryptage des régimes en tant que tels. Je reviens sur la notion d'extension qu'évoquait Laurent. Il y a une petite différence entre régime étendu ou non étendu, mais là, sauf si je me trompe, les deux régimes, santé et prévoyance, sont maintenant étendus. Est-ce que, Laurent, tu nous confirmes? Oui, les deux régimes sont étendus. Comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'impact, puisque dans le cheminement, l'ensemble des structures de tourisme étant adhérentes, dans tout état de cause, les deux accords sont applicables. Alors, ce qui est important, c'est l'image de droite. L'image de droite, dès lors que vous avez un accord professionnel étendu, quelle que soit votre région, votre situation géographique, quelle que soit la taille de la structure, vous voyez, j'ai là notifié le symbole d'entreprise, tous vos salariés doivent être couverts, que vous soyez en prévoyance ou en santé. Alors, vous allez me dire que j'exagère. Non, je n'exagère pas. Ça, c'est le cadre réglementaire. En prévoyance, aucune situation de dispense. Aucune. Même vos apprentis doivent être couverts. Si vous avez des alternants, ils doivent être couverts. Si pendant la période d'été, vous avez recours à des CDD ou à des personnes avec des contrats spécifiques, ils doivent être couverts. En santé, en revanche, il est admis des possibilités de dispense. Qu'est-ce que c'est qu'une dispense? C'est la possibilité pour le salarié de refuser le régime collectif moyennant sa capacité à prouver qu'il respecte le cadre légal. Quelles peuvent être les dispenses en régime de santé? Peut-être pouvons-nous prendre deux exemples et je laisse Laurent prendre deux exemples de dispenses en cas de santé. Oh non, vas-y, tu es dessus là, tu es lancé. Par exemple, la couverture individuelle d'un salarié qui bénéficie d'un régime individuel avant son embauche. Il peut conserver son adhésion individuelle jusqu'à la date anniversaire de son contrat. En revanche, vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas faire perdurer l'adhésion individuelle après la date anniversaire du contrat. Il a l'obligation de rejoindre le régime conventionnel. Je le précise parce que cette situation, on la rencontre souvent. Jeune embauché, il arrive avec sa couverture individuelle qui est maintenue, et puis la date anniversaire passe, et on le maintient dans sa couverture individuelle parce que c'est son choix. Eh bien, non, ce n'est pas possible. Deuxième cas de dispense, un CDD de moins de 12 mois, par exemple. Il peut se dispenser du régime collectif. Il peut, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que l'inverse est vrai. Il est CDD de 3 mois, de 6 mois, il peut adhérer au régime conventionnel santé. Mais en revanche, le salarié qui a son conjoint, qui a lui-même un régime de prévoyance ou de santé, santé donc en la matière, qui serait lui collectif et obligatoire, peut continuer à être rattaché au régime de son conjoint. Mais donc il doit être collectif et obligatoire. Il ne doit pas être, et c'est pas un isolé, c'est un régime famille. Donc c'est pour ça que c'est un peu technique de rentrer là-dedans. À chaque fois, il faut s'assurer de la vérification de la dispense possible. Et lorsque la dispense perdure d'une année sur l'autre, il faut que la structure récupère les documents tous les ans pour avoir la preuve tous les ans de ce que la dispense continue bien à s'appliquer. Tu as précisé tout à l'heure pour le nouvel embauché, ça ne dure que sur la première année, mais même dans le cas du conjoint, il faut s'assurer tous les ans que c'est bien le régime collectif obligatoire auquel est rattaché le conjoint qui permet d'exécuter la dispense. Donc il y a un petit formalisme là-dessus important à signaler. Merci Laurent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les garanties de vos régimes de prévoyance. La prévoyance, 3 grandes garanties, le décès, l'arrêt de travail et l'invalidité. Ce qu'il y a à noter, c'est que la rente d'éducation est assurée par l'OSIRP, je l'ai évoqué. La deuxième chose qui est une particularité choisie par votre fédération patronale,
c'est que le régime de prévoyance, en fait, il y a un régime de base, socle, et il y a un régime amélioré. Mais quel que soit votre choix, la cotisation du régime, que ce soit de base ou améliorée, sera toujours à la charge intégrale de l'employeur. Donc, c'est un vrai choix. Quelle différence entre les deux? Cela tient à la protection du revenu du salarié, c'est-à-dire c'est le maintien de salaire. Dans le régime de base, le maintien de salaire se fait dans la continuité de la mensualisation. Vous appliquez une mensualisation code du travail. Donc là, on est dans la continuité pour les non-cadres, d'accord, et pour les cadres également. En revanche, dans l'option, eh bien, la protection du revenu est un tout petit peu plus importante, ce qui veut dire qu'en fait, c'est un relais à vos obligations maintien de salaire et on va venir compléter et puis ensuite perdurer si le salarié ne reprend pas le travail. La durée de l'indemnisation est de 1095 jours, c'est-à-dire de 3 ans. Ça, c'est le cadre légal sécurité sociale. Si vous avez un régime en place qui n'est pas conforme à ces garanties qui s'imposent à vous, eh bien, c'est un risque prud'homal, c'est-à-dire que si le salarié s'aperçoit que son maintien de salaire n'est pas celui qui est prévu par vos régimes, eh bien, il peut très bien d'abord vous demander des explications et puis s'il trouve qu'il est lésé, il peut entamer un contentieux. Donc là, vous avez un risque. Et puis, le deuxième risque, c'est que la combinaison entre le maintien de salaire et le régime de prévoyance ne se fasse pas très bien parce que ce n'est pas aussi évident de gérer d'une part la mensualisation, qui n'est pas de la prévoyance, hein, c'est votre obligation de maintien de salaire, avec un maintien de salaire donc, qui relève du code du travail, puisque votre maintien de salaire, la branche n'améliore pas le code du travail. Donc, c'est le code du travail qui s'applique et ensuite, seulement après, la prévoyance. Pas tout à fait, Pascal. On a un maintien de salaire qui est assuré par la convention collective pour les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté, pour les salariés qui ont donc plus d'un an d'ancienneté, la prévoyance vient en relais, et pour les salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté, on a une carence de 90 jours des 3 mois, puisque c'est les 3 mois qui ne sont pas pris en charge par la convention collective. Mais il y a 3 mois d'indemnisation en fonction de quand le salarié a plus d'un an d'ancienneté qui sont pris en charge par la convention collective. Alors, pardon, qui sont imposés par la convention collective et qui sont pris en charge par la structure, hein, pas la convention qui paye, c'est la structure. Mais la prévoyance intervient en relais pendant cette durée. Tu as précisé 3 ans, on avait évoqué cette question. C'est pendant, en fait, c'est jusqu'à l'inaptitude du salarié, au licenciement du salarié, que ça peut être au-delà de 3 ans. Alors, en cas d'accident du travail, c'est exact, et tout dépend des situations individuelles de votre salarié. C'est intéressant à signaler, c'est extrêmement intéressant à signaler pour nos auditeurs, parce que qu'ils intègrent bien que la prise en charge là, par la prévoyance, parce que c'est un avantage considérable par rapport à celui qu'on avait avant. Hein, avant, on avait ces 2 mois, 3 mois imposés, je crois que c'est l'article 17 de la convention collective. Aujourd'hui, on a une prise en charge au-delà de ce délai de 90 jours pour les moins d'un an et dès le début, enfin pour les deux finalement, puisque dans un cas c'est une franchise, dans l'autre c'est pas pris en charge, par la prévoyance, et c'est jusqu'à la sortie du salarié ou à sa reprise du travail. À la sortie du salarié, normalement, oui, dans les 3 ans, on basculerait sur un régime d'inaptitude, mais enfin, on sait que ça, c'est un peu théorique et ça pourrait continuer plus longtemps. Et là, c'est à la charge de la prévoyance. Absolument, absolument. Petite particularité, la première période de la mensualisation, 90% du maintien du salaire pendant les 30 premiers jours après une franchise de 7 jours est à la charge de l'employeur. Est-ce que c'est exact, Laurent? Oui, complètement. Un mot sur le mode de cotisation, prévoyance et santé. Sur la prévoyance, vos modes de cotisation, c'est pourcentage du salaire, c'est normal, les prestations sont un pourcentage du salaire, donc la cotisation, c'est la même assiette, c'est du pourcentage de salaire, tranche A, tranche B, ou tranche 1, tranche 2. Tranche 1 ou tranche A, c'est pareil, donc je ne rentre pas dans ce détail-là. Par contre, spécificité, que vous choisissiez la base conventionnelle ou l'option, 100% financement employeur. Relatif à la santé, vous avez en fait un régime qui impose un contenu, une obligation d'assurance, d'accord, mais qui laisse libre choix de la tarification. Donc, en fonction des assureurs, donc comme il y a une liberté de taux,
chaque assureur va vous tarifer les choses à sa guise. Dans le régime conventionnel, deux particularités, les taux sont déjà établis, donc c'est des taux qui sont opposables. Et ces taux sont opposables, donc là, nos forces commerciales sont à votre disposition pour vous répondre dans le détail en fonction des situations de chaque organisme de tourisme, et là, la situation s'adapte. En revanche, la répartition employeur-salarié, le minimum pour l'employeur de prendre en charge, c'est 50%. Bien évidemment, vous pouvez faire plus. Et si vous faites plus, vous faites une décision unilatérale de l'employeur pour formaliser le fait que vous donnez une participation supplémentaire par rapport à votre régime conventionnel. Le régime frais de santé en tant que tel. Le régime frais de santé, il est structuré de la manière suivante. Vous avez trois bases. Trois bases, vous avez la base 1 qui correspond au minimum imposé par la branche professionnelle. Vous avez ensuite deux options, ce qu'on va appeler une base 2, une base 3. L'organisme de tourisme choisit s'il fait juste le minimum ou s'il choisit niveau 2 ou niveau 3. S'il choisit le niveau 2 ou niveau 3, cela va venir être la base minimale qui s'applique à tous les salariés de la structure pour laquelle ce choix-là est fait. Chaque structure choisit comme il veut, soit la base 1, soit la base 2, soit la base 3. Hein, d'accord ? Ça, c'est chaque organisme qui le décide. En revanche, si c'est la base 1 qui est choisie, à ce moment-là, la base 2 et la base 3 deviennent des options individuelles que le salarié peut choisir. D'accord ? Cela devient donc une surcomplémentaire, le cas échéant. Voilà la structuration de l'offre telle qu'elle a été construite par vos partenaires sociaux. Alors maintenant, passons sur cet élément extrêmement important qui est le HDS. Le HDS, au degré de solidarité. Comme je vous l'ai dit, la solidarité est obligatoire au même titre que l'assurance. Conformément à la loi, et parce qu'en plus les régimes sont étendus, 2% des cotisations de vos régimes prévoyance et santé doivent être affectées à des prestations à caractère non directement contributif. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on peut servir des prestations à des personnes bénéficiaires de ces prestations sans contrepartie de cotisation. On est donc bien là dans la logique de la solidarité. Il y a deux grands blocs. Il y a le bloc de l'action sociale en tant que tel, et nous, en tant que groupe de protection sociale, il y a de l'action sociale, et la branche peut organiser aussi de l'action sociale. Et puis, il y a des garanties qui sont propres à la branche conventionnelle, celles qui existaient déjà dans les accords précédents, celles qui pourraient advenir dans des accords futurs. Parce que la CPPNI peut bien évidemment faire évoluer le dispositif à tout moment. Et là, c'est une vraie contrainte pour vous. Parce que dans des régimes non conventionnels, si vous faites le choix de la souscription d'un régime non conventionnel, cette mise en conformité, au fil du temps, peut poser des difficultés. Alors, revenons sur le contenu. Quand c'est de l'action sociale, c'est de l'action sociale, c'est-à-dire ce sont des aides individuelles ou collectives en fonction de la situation individuelle de la personne. Ici, ça peut être lié au handicap, ça peut être lié à la maladie grave du salarié, ça peut être des allocations aux aidants. Bon, tout ça, c'est de l'action sociale. La branche, dans ses accords précédents, prévoit prise en charge totale ou partielle de la cotisation de votre salarié ou apprenti qui peut bénéficier du régime de prévoyance. Donc là, si il vous en fait la demande, au lieu de faire une dispense d'adhésion, par exemple en santé, c'est le fonds de solidarité de la branche qui va le financer. Mais ça, parce que vous êtes dans le régime conventionnel. Parce que si vous êtes auprès d'un assureur autre qui ne l'a pas prévu, mais qui vous a juste dit, oui, oui, il y a les garanties HDS, mais qui ne vous le finance pas, ben, vous êtes non conforme. Parce qu'à votre salarié, sauf si c'est vous qui le payez, ben, vous ne pourrez pas mettre en œuvre le degré de solidarité prévu par votre accord professionnel. C'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Par exemple, dans l'accord santé précédent, il y avait participation au départ en vacances des enfants de salariés en situation de handicap ou de maladie grave. Ça veut dire une aide concrète.
dès lors que le salarié en fait la demande parce qu'il est dans cette situation. Là aussi, si ce n'est pas prévu par votre assureur actuel ou futur, eh bien, vous serez en difficulté en termes de réponse à apporter à votre salarié, et sauf si, bien évidemment, vous le financez par vous-même, vous êtes en zone de risque. Peut-être, Laurent, à ce niveau d'information, peux-tu nous dire où en est la branche dans peut-être l'évolution du haut degré de solidarité? Voilà, moi je voulais apporter quelques petits compléments. Donc, dans ce HDS, au degré de solidarité, il y a deux aspects. Il y a un aspect sur lequel tu n'as peut-être pas assez insisté, qui est le HDS propre à Apicil. Nonobstant l'accord de branche, enfin nos deux accords de branche, pour lesquels il y a deux situations différentes, tu as ce que tu as appelé l'action sociale, et tu as un certain nombre de choses que vous étiez venu nous présenter en CPPNI. Peut-être je y reviens, je ne me souviens plus dans le support, mais tu as un certain nombre de choses qu'Apicil fait pour les salariés des organismes de tourisme. Ça, c'est une chose. Et au demeurant, si nos adhérents vont vers un autre assureur, il peut avoir lui-même d'autres systèmes d'action sociale qui s'appliquent. Là où ça pose problème, c'est ce qui est prévu par la branche. Comme tu le disais dans l'accord précédent, on avait un accompagnement des enfants handicapés. Et aujourd'hui, on est pour les vacances. Et aujourd'hui, on est sur le point de signer probablement la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais la semaine prochaine, le 17, on a une commission paritaire, donc ça devrait être là. Si c'est pas le 17, c'est celle d'après. Mais on est sur le point de signer la mention, la précision de ce que vont être, de ce que va être et des modalités de fonctionnement le HDS pour la branche. S'agissant de ce HDS, il est financé par ces 2% de cotisation, lesquels fonds représentent aujourd'hui pour l'accord santé, puisqu'il faut distinguer accord santé et prévoyance. Pour ce qui est de la santé, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, pour lequel que tu as cité tout à l'heure, prise en charge de cotisation, des petites choses comme ça qui ont été définies, il y a 3 priorités, mais tant que l'accord n'est pas signé, on ne peut pas trop creuser là-dessus. Il y a un budget pour ce qui est de la santé qui est actuellement de 120 000 euros, à peu près. Parce que comme il est alimenté par les cotisations, à l'heure où je parle, il doit être d'un montant un peu supérieur, tel qu'on l'avait vu avec nos actuaires à ADN. La question que je te poserai, c'est de savoir si tu as récupéré ces fonds ou pas, puisqu'ils étaient chez Malakoff Humanis, qui ne les avait pas versés à Apicil. Et à la dernière CPPNI où on avait posé la question, on ne savait pas si ces fonds avaient été récupérés ou pas. Puis, il y a de l'autre côté l'accord prévoyance. L'accord de prévoyance, comme il va être mis en place en 2025, on n'a pas encore ces 2% de cotisation pour la mise en place du HDS. Donc, en 2025, on va compléter notre accord de branche sur le HDS santé par un autre accord de branche sur le HDS prévoyance pour savoir comment on va l'utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire. Parce que là aussi, on aura un fonds. Et vous voyez qu'au bout de 3-4 ans, c'est des sommes d'une centaine de milliers d'euros qui vont être utilisées parce que l'objectif, même si nos amis d'Apicil sont fort sympathiques, on ne va pas leur laisser ces sous et on va les utiliser pour les salariés de notre branche, pour vos salariés donc dans vos différentes structures. Donc ça, c'est sur le point d'être mis en place. Je vous dis, l'accord va bientôt être signé. Il est prêt, il y a un certain nombre de priorités. Que se passe-t-il si vous allez vers un autre assureur? Il faut s'assurer que cet assureur peut vous maintenir le contenu de ces accords de branche sur le HDS, parce qu'il va vous vendre son action sociale, comme nos amis d'Apicil peuvent le faire, en disant qu'ils ont des régimes super d'accompagnement, etc. Bon, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais on a écrit noir sur blanc dans l'accord de branche que le système qui était mis en place dans le tourisme s'ajouter au système interne de l'assureur. Donc, il va falloir juste vous assurer que tel ou tel autre assureur qu'Apicil prendra bien en charge ce qui a été mis en place par les partenaires sociaux en CPPNI, que ce soit l'accompagnement en vacances, la prise en charge de cotisation pour les alternants ou pour les apprentis, je ne sais plus, puisqu'on a fait des allers-retours, et quand on fait des allers-retours, au bout d'un moment, on ne sait pas ce qui a été tranché. Mais en tout cas, d'ici une semaine, on saura exactement ce qui a été tranché. Et bien sûr, vous en aurez l'information sur la plateforme d'ADN, dans le cadre des informations, des news d'ADN. Mais c'est important, il faut le savoir, parce que ça veut dire que si tel ou tel assureur ne le prend pas en charge, j'irai pas comme Pascal le disait tout à l'heure, jusqu'au risque prud'homal, je pense pas, mais simplement vous serez mis en demeure de régler, et s'il y avait une participation de 500 euros, 1000 euros à tel ou tel salarié, c'est de ces ordres-là, hein, parce que si on a 120 000 euros, ça veut dire que quand on va donner un salarié, on va donner entre 300 et 500 euros, on va pas aller donner 10
10 000 euros. Mais en tout cas, pour ces sommes-là, ça veut dire que ce sera la structure qui devra en assurer le paiement. Si tel ou tel assureur lambda vous dit non mais moi attendez, moi je suis pas tenu, ce truc-là, j'ai pas reçu les 2% de cotisation, vous avez mon action sociale, vous n'avez qu'à utiliser mon action sociale. Hein, je rappelle, les deux se cumulent et ce système-là devra être pris en charge. Eh bien, si ce n'est pas par votre nouvel assureur, par vous-même en tout état de cause, puisque c'est un accord étendu, parce qu'elle a insisté là-dessus, donc applicable, c'est une obligation qui pèse sur la structure. Je ne dirais pas que c'est contraignant, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est une mutualisation sociale qui a été voulue par les partenaires sociaux, une démarche sociale dans laquelle les fédérations patronales se sont inscrites, donc de mutualisation, de partage, de solidarité qui sont importantes aujourd'hui dans les valeurs qui constituent les organismes de tourisme et la fédération EDN. À partir de là, c'est normal qu'elles soient applicables et qu'elles soient obligatoires. Merci beaucoup, Laurent, pour ces précisions. Et comme vous le voyez, c'est un vrai sujet dans vos structures, puisque, en effet, si vous n'êtes pas couvert par l'assureur de votre choix sur ces aspects-là, eh bien, le risque incombe à vous en tant qu'employeur avec un financement de votre structure. Donc, souvent non provisionné. Donc, pour la trésorerie, ça peut avoir un impact. Pour terminer cette deuxième partie, et vous pouvez nous solliciter à travers le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Eh bien, donc, je le redis, en synthèse, le régime de prévoyance, il n'y a pas de situation de dispense possible. En santé, il y a des situations de dispense possibles. Et je reviens sur une question qui nous remonte pour compléter les propos de Laurent, parce qu'en effet, il y a eu une publication au BOSS le 19 avril 2024 qui modifie un tout petit peu un des aspects possible de la dispense en cas de double affiliation parce que le conjoint travaille et offre aussi une garantie frais de santé. Oui, c'est possible que vous soyez collectif ou individuel. Ici, il y a une tolérance qui a été admise par publication au BOSS le 19 avril 2024. L'affiliation au régime de prévoyance, et je terminerai là-dessus, est obligatoire quelle que soit la condition d'ancienneté de votre salarié. Que votre salarié ait 1 mois d'ancienneté ou pas, ou qu'il ait moins d'1 an d'ancienneté ou plus d'1 an d'ancienneté, il y a affiliation obligatoire. Alors, à ce stade, est-ce qu'un guide accompagnateur doit être affilié? Parce que c'est une gestion complexe. La réponse est oui. La réponse est oui, mais avec une particularité de gestion que nous savons gérer, c'est que le guide réglera ses cotisations directement auprès de l'organisme recommandé qui est Apicil et il se fera rembourser par son employeur. Et cela, quel que soit le nombre d'heures effectuées. Il n'y a pas de minimum d'heures ou de maximum d'heures, c'est dès lors qu'il fait 1 heure. L'affiliation du guide est obligatoire. Je laisse place à une question claire, une seule, pour qu'on ait le temps de faire la 3e partie. Donc Claire va me faire remonter les questions. Allez, il y en a déjà une qui arrive, donc c'est la question que je prends. Si le maintien de salaire est plus favorable actuellement, donc dans votre structure, par rapport au régime conventionnel proposé, que faire? C'est une bonne question. Je laisse Laurent faire une réponse courte, Laurent, puisque nous sommes contraints par le temps. Le maintien du salaire ne peut pas être plus favorable. Je ne peux pas gagner plus en étant en maladie qu'en étant pas malade. Si j'ai le maintien du salaire, c'est la solution la plus favorable. Donc, c'est pas un sujet. Soit j'ai le maintien de salaire, soit j'ai la prévoyance dans les conditions qu'on a vues tout à l'heure. Mais il ne peut pas être plus favorable que le maintien de salaire. Alors, en effet, là, au regard de la question posée, je pense que il faut bien faire la différence. C'est bien là toute la complexité de la prévoyance. Vous avez 2 parties. Il y a le maintien de salaire, qui est d'abord une obligation légale, et c'est du Code du travail. Et là, vous ne pouvez être pas plus favorable, parce que aucun texte ne le prévoit. Et vous avez le régime de prévoyance. Le régime de prévoyance avec les garanties qui s'imposent à vous, puisque le régime conventionnel vous impose une obligation d'assurance et de garantie. Nous allons regarder maintenant la 3e partie, les services associés au régime professionnel. D'abord, dans le régime santé, associé au régime santé, vous avez une assistance. L'assistance, telle qu'elle est retenue par les partenaires sociaux et mise en place par les partenaires sociaux, c'est une assistance qui permet de régler toute situation d'urgence,
une hospitalisation, par exemple par rapport à la garde des enfants, la garde des animaux, le portage des repas à domicile, etc. Trouver les médicaments et les amener à domicile, la livraison de médicaments, par exemple. Donc ça, c'est de l'assistance santé. Il y a le soutien psychologique également, c'est-à-dire le fait que vous puissiez compléter les prestations de sécurité sociale et complémentaire santé avec des séances supplémentaires. Il y a la téléconsultation, donc accessible pour vous-même et vos ayants droit, même si vos ayants droit n'adhèrent pas au régime. C'est donc la possibilité d'avoir accès à des médecins généralistes et spécialistes à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, il y a le deuxième avis médical. Le deuxième avis médical, c'est la possibilité d'avoir et de bénéficier d'un deuxième avis médical une fois par an, dès lors que vous avez un doute sur, par exemple, le fait qu'on vous mette dans un protocole thérapeutique particulier. Cela est intégré à votre régime. Relatif à la gestion des contrats, puisque des questions peuvent se poser, vous avez l'habitude de traiter avec d'autres assureurs, la gestion de vos contrats chez Apicil, tout est digitalisé. Donc, nous poussons la digitalisation de nos services, tant pour l'entreprise que pour les salariés. Et le règlement se fait à travers la DSN. Mais là, nos réseaux commerciaux sont à votre disposition pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Vous avez la possibilité de mieux nous connaître à travers le site institutionnel. Et puis, vous avez des espaces. Donc, dès lors que vous choisissez votre régime professionnel et l'assureur recommandé, à ce moment-là, vous avez un espace entreprise et vous avez des espaces salariés. Les images ici sont reprises qui vous donnent la possibilité de gérer vos mouvements, de déclarer vos sinistres, de gérer votre quotidien, en fait, relatif à la protection sociale directement en ligne. Pour vos salariés, c'est la possibilité d'avoir toutes les informations directement sur son compte et lui également, notamment par rapport au régime santé, de faire ses déclarations, exemple une demande de prise en charge, le remboursement d'une facture de soins qui seraient des soins hors nomenclature, etc. L'action sociale, Laurent l'a très bien dit, un groupe de protection sociale a son action sociale, elle est complémentaire à l'action, on va dire, du haut degré de solidarité de la branche. Et le haut degré de solidarité de la branche vient compléter et surtout s'ajouter à l'action sociale de votre assureur. Autre service, cette fois-ci relatif au volet prévoyance, je voudrais dire un mot sur le Prestige. Prestige, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est délivré pour noémiser vos salariés en termes de maintien de salaire. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un arrêt de travail, vous le déclarez à votre caisse primaire d'assurance maladie, à ce moment-là, on le noémise et il y aura télétransmission automatique de l'indemnité journalière sécurité sociale à Apicil, ce qui permet ensuite de régler les choses de manière très rapide. Tous les assureurs ne proposent pas ce service parce que c'est un service très particulier. D'autant plus facile si nous gérons santé et prévoyance sous forme d'un guichet unique. Bien évidemment, on effectue pour votre compte le contrôle des arrêts de travail le cas échéant, notamment si l'arrêt de travail est un petit peu trop long ou si les montants à indemniser sont importants. On va s'assurer que l'arrêt de travail correspond bien à ce qui est déclaré. Ça, c'est, j'allais dire, on contribue là à respecter la réglementation et on est conforme par rapport à cela, mais c'est un vrai service puisque cela également vous rend service. Et puis, nous sommes pour la simplification des démarches administratives. Donc là, on fait tout pour simplifier les démarches administratives. Pour terminer sur les services, puisque là encore, en apprenant à nous connaître, eh bien, nous aurons l'occasion de, bien évidemment, d'en dire beaucoup plus qu'à travers un webinaire sur les services. Mais je souhaite vous dire que nous sommes des spécialistes de la branche professionnelle et de l'accompagnement des entreprises, quelle que soit sa taille, pour vous accompagner dans la mise en conformité de vos régimes et surtout que vos régimes puissent être conformes et stables dans le temps. Nous privilégions la proximité avec les entreprises et les salariés et donc nous favorisons bien évidemment des contacts en présentiel puisque nous sommes répartis sur toute la France pour pouvoir vous rencontrer.
Notre outil de gestion est certifié. L'ensemble de la chaîne de valeur en matière de gestion du contrat, y compris de la prestation, est certifié. Cela veut dire que nous sommes dans des normes, c'est très encadré et il y a des indicateurs à respecter, notamment des indicateurs de délai. Et puis pour finir, l'assistance, notamment en santé, est un vrai plus pour faire face aux besoins de la vie quotidienne relatifs à l'état de santé d'une personne, sachant que l'état d'une santé d'une personne subit les aléas de la vie, la maladie ou l'accident, et donc ça peut arriver à tout moment. Je laisse place aux questions puisqu'on a abordé différentes thématiques et on arrive déjà presque au terme de ce webinaire. Alors là, une question nous est posée. Concernant le haut degré de solidarité, notre organisme m'indique qu'ils payeront directement à Apicil pour les actions conventionnelles. Faut-il un conventionnement entre Apicil et notre organisme? Alors, là, je ne sais pas quel organisme peut raconter ça. Le HDS, le taux de cotisation du HDS est inclus dans le taux de cotisation du régime conventionnel. Mais il n'est pas possible de payer à un assureur uniquement le 2%, parce que c'est de la solidarité. Si vous le faites de manière distincte de l'assurance, d'abord c'est soumis à TVA, donc ça vous posera des problèmes comptables, mais aussi quelle sera légitimement la possibilité de faire quelque chose pour lequel vous ne bénéficiez pas de l'assurance en contrepartie. Donc, je le dis très clairement, nous n'appellerons pas auprès des organismes non adhérents au régime conventionnel le 2%, et nous n'irons pas chercher le 2% auprès de tous les assureurs que nous ne connaîtrons pas. Donc ça, ce n'est pas possible. Laurent, peut-être un mot pour finir là-dessus? Je confirme totalement ce que tu as dit. C'est juste pas possible. Ça c'est des discours un peu commerciaux surfaits pour essayer de récupérer le marché. Autant il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut travailler et on peut avoir des assureurs qui essaient de faire des régimes dans les mêmes taux de cotisation. C'est compliqué, mais ils peuvent. Mais en tout cas, sur le HGS, c'est pas possible. Donc, sur le HGS, ça veut dire que à partir du moment où vous partez vers un autre assureur, quelque part, vous assumez à titre personnel, personnel, j'entends la structure, bien évidemment, hein, pas le dirigeant sur ses deniers, vous assurez sur la structure les dispositions du HDS qui seront mises en place dans les semaines qui vont venir par la branche. Il n'y a pas d'autre possibilité technique de faire. Je ne vois pas comment votre assureur le prendra en charge, parce que ce n'est pas dans son contrat. Donc, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, nous avons évoqué vos régimes, les grandes lignes, les obligations en tant qu'employeur. Nous avons tenté de mettre en évidence quelques particularités, prévoyance, santé, HDS, les directeurs d'EPIC. On a répondu à la question. On a répondu également beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de dispense en prévoyance, où il n'y a pas de conditions d'ancienneté en prévoyance. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bien évidemment, peut-être il va y avoir de la frustration parce qu'on n'aura pas répondu à toutes les questions. Je vous invite à poursuivre nos échanges en sollicitant nos forces commerciales qui sont à votre entière disposition pour compléter cette présentation et répondre à toutes vos situations, quelles qu'elles soient. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver dès le mois prochain sur une autre thématique et vous recevrez des invitations pour cela si vous êtes abonné à notre chaîne. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Laurent, je te remercie également pour ton apport. Au revoir et merci à tous de votre attention. N'hésitez pas pour les questions. Vous pouvez nous joindre en ce qui nous concerne, soit par Apicil, ils nous contacteront, soit directement sur la plateforme d'ADN sur laquelle vous avez l'ensemble des coordonnées de Marine Vaquette et moi-même. N'hésitez pas pour toutes vos questions sur ce sujet-là et les autres questions tenant à la branche et à votre convention. À bientôt. Pour nous quitter, je vous ai mis notre site mon.apicil.com où vous retrouverez un certain nombre d'informations liées à votre branche professionnelle. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Merci.